Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette matinée légisociale que vous connaissez bien, je pense tous. Je vais essayer de vous présenter de manière succincte, mais en même temps avec quelques détails, l'actualité en droit social, les retraites bien évidemment, le partage de la valeur, et puis tout un d'autres points RH. Et pour une fois, j'ai un petit peu appuyé sur la jurisprudence qui est assez abondante et qui peut être très utile au sein de l'entreprise. Donc, je vais couper ma caméra pour que vous puissiez avoir l'écran uniquement avec le support. Et puis, comme à mon habitude, vous savez qu'en général, moi, je ne lis absolument pas mes diapos. Je vous les présente et puis vous aurez tout à fait la possibilité d'en reprendre connaissance puisque ce webinaire est enregistré et sera à disposition. Donc, je vous souhaite bien, de passer un bon moment, même si certaines choses ne sont pas très réjouissantes. À plus tard. Alors, je vais fermer. Alors, pour commencer cette matinée, donc, vous voyez, les grands enjeux RH, formation, emploi, jurisprudence, etc. Donc, actualité, on commence directement dans le vif du sujet avec la retraite. Donc, deux décrets sont d'ores et déjà publiés et donc applicables. Et sachant que nous attendons bien évidemment pour l'application de l'intégralité de la loi sur la réforme des retraites, plus de 31 textes qui devraient d'ici le début de l'été être publiés, donc 4 arrêtés. Alors là, on en est simplement juste aux prémices, effectivement, des décrets d'application de la loi concernant la réforme sur les retraites. On en saura donc un peu plus au cours de l'été. Ça nous fera un gros sujet d'ailleurs d'actualité en septembre et voire lors de la conférence au mois d'octobre. Alors, le premier décret concerne le relèvement progressif de l'âge de départ à la retraite et l'accélération du rythme de relèvement de la durée de cotisation. Donc, progressivement, pour toutes les générations qui sont nées après le 1er septembre 1961 et avant 1967, eh bien, progressivement, l'âge de départ légal à la retraite va être relevé de 3 mois par année. Donc, on va tranquillement passer de 62 à 64 ans pour ces générations-là. Et à partir de la génération 68, eh bien, ça sera effectivement, l'âge de départ à la retraite sera de 64 ans. Concomitamment, il y a, par rapport à la réforme de 2010, dite la réforme Touraine, une accélération du calendrier d'allongement de la durée d'assurance où on prévoit effectivement à terme une cotisation de 43 annuités, soit 172 trimestres, contre aujourd'hui 166 dans la plupart des cas. Et donc, tranquillement, eh bien, on s'oriente vers un allongement de l'âge et de la durée de cotisation. Parallèlement, il y a des réformes également, enfin la réforme prévoit également des modifications qui concernent le départ anticipé pour carrière longue. Donc les conditions sont modifiées avec la création de 4 bornes d'âge. Donc il faudra cumuler non seulement d'avoir par exemple un début d'activité avant 21 ans qui pourrait permettre un départ à 63 ans, donc anticipé par rapport à l'âge de 64 ans, ou avant 20 ans, ou avant 18 ans, ou avant 16 ans. Ça n'existait pas en l'état avant. On avait d'autres critères qui s'appliquaient. Et les critères précédents, bien évidemment, sont supprimés. Cependant, il y a quand même une adaptation du dispositif pour tous les assurés qui sont nés avant 1970 et qui ont une carrière longue. Donc là encore, je ne vais pas vous détailler de manière exhaustive les conditions de l'adaptation de ce dispositif, parce que ce serait beaucoup trop fastidieux pour vous et pour moi, et ça viendrait alourdir le propos. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a quand même
des points et des solutions qui sont prévues pour certaines générations et notamment celles qui est impactée par le relèvement de l'âge à la retraite par rapport aux carrières longues. Autre ajustement également qui est prévu, et ça c'est à partir du moment où la loi s'applique dès le 1er septembre 2023 et que certains salariés avaient sûrement d'ores et déjà anticipé avant l'entrée en vigueur de la réforme sur les retraites, qui avaient déjà anticipé leur départ à la retraite, notamment pour les carrières longues. Et aujourd'hui, avec la publication donc, de la loi, eh bien, ils sont devenus, entre guillemets, inéligibles à pouvoir prétendre à leur droit à retraite à compter du 1er septembre 2023. Donc, il y a quand même une clause de sécurité, dite clause de sauvegarde, qui est prévue pour tous ces salariés et qui, à condition de pouvoir justifier qu'ils ont, en tout cas notamment pour la génération de 1963, qui pouvaient prendre leur retraite anticipée donc en 2023, eh bien, même si aujourd'hui, du fait de la réforme, ils ne sont pas censés pouvoir bénéficier de ce départ anticipé à la retraite, eh bien, il y a une exception qui est prévue. Ils vont pouvoir, malgré tout, s'ils justifient d'avoir bien cotisé 168 trimestres, eh bien, partir à la retraite de manière anticipée, même après l'application de la réforme. Il y a également des aménagements des autres dispositifs de départ anticipé, notamment pour incapacité permanente et pour handicap, où il y a des modifications, à titre d'exemple, pour partir à la retraite de façon anticipée lorsqu'on est reconnu travailleur handicapé, eh bien, on peut continuer à partir à 55 ans. Et en plus, les conditions du fait de la réforme ont été assouplies. C'est-à-dire qu'avant, pour pouvoir partir de manière anticipée à 55 ans, lorsqu'on avait une reconnaissance de travailleur handicapé, eh bien, il fallait justifier de 80% d'IPP, d'incapacité permanente partielle, alors que là, aujourd'hui, eh bien, un taux de 50% suffit à pouvoir à être une condition pour partir à la retraite à partir de 55 ans quand on est salarié, travailleur reconnu handicapé. Et puis, il y a également un assouplissement concernant la double condition de trimestre cotisé et validé dont il fallait justifier au préalable. Et là, aujourd'hui, c'est supprimé cette double condition et on ne conserve que la condition de trimestre cotisé, par exemple. Voilà. Enfin, il y a également une nouveauté, là, cette fois-ci, qui est l'instauration d'un départ anticipé pour inaptitude et invalidité. Et donc, le décret va maintenir l'âge de départ à la retraite de ces personnes invalides ou inaptes à partir de 62 ans, alors que, avant la réforme, eh bien, ils devaient avoir atteint l'âge légal de 62 ans pour pouvoir partir à la retraite. Aujourd'hui, comme il faudra attendre 62 ans et 3 mois, 62 ans et 6 mois, etc., en fonction de l'année de naissance, voire 64 ans après les générations de 68, eh bien, et de 70, eh bien, les personnes inaptes et invalides pourront partir à la retraite à 62 ans, à condition, bien sûr, de remplir certains critères que je vous ai mentionnés. Voilà ce qui concerne globalement la retraite et le contenu de ces deux décrets, sachant que, je vous le redis une nouvelle fois, on attend 31 textes en tout supplémentaires pour pouvoir préciser et pour pouvoir avoir les conditions d'application de la loi sur la réforme de la retraite. Donc, on n'a pas fini d'entendre parler de la réforme sur la retraite. On passe à un tout autre sujet qui concerne l'abandon de poste. Alors, rappelez-vous, la loi sur le marché sur le travail de décembre 2022 avait mis en place un dispositif de présomption d'abandon de poste pour faire échec aux procédures de licenciement pour abandon de poste et faute grave qui ouvrait droit au salarié lorsqu'il abandonnait son poste et qu'il ne donnait pas de nouvelles à son employeur, eh bien l'employeur était plus ou moins contraint
et l'est toujours, ceci dit, plus ou moins contraint et forcé d'engager une procédure de licenciement pour faute et abandon de poste, et donc d'adresser une attestation Pôle emploi à son salarié qui abandonne son poste, et celui-ci pouvait percevoir les indemnités Pôle emploi. Donc, le gouvernement s'était penché sur la question et estimé que lorsque le salarié abandonnait son poste, c'était une démission déguisée. Et donc, en cas de démission, bien évidemment, pas de prise en charge par le Pôle emploi, sauf dans certains cas qui sont spécifiques. Bon. Nouvelle procédure et on attendait avec impatience, bien évidemment, les conditions d'application et des précisions sur la manière dont l'employeur devait procéder pour mettre en œuvre cette procédure d'abandon de poste et donc de présomption de démission. Donc, le décret est sorti, a été publié le 18 avril, donc applicable dès le 19 avril. Dans la foulée, le ministère du Travail a publié un question-réponse qui venait détailler la procédure spécifique pour présomption d'abandon de poste et qui venait indiquer qu'à partir de du moment où la loi était applicable, eh bien, il n'y avait plus à procéder au licenciement pour faute et donc pour abandon de poste. Tollé de la doctrine et ça a soulevé énormément de questions, non seulement ce décret plus ce question-réponse. Et au final, eh bien, le 5 juin, ce question-réponse a été retiré et on n'a plus aucune information concernant la manière dont nous, employeurs, on peut procéder pour mettre en œuvre eh bien, cette procédure de mise en demeure et de présomption de démission. Alors, le ministère a retiré son question-réponse devant les critiques de nombreux professionnels, mais en même temps, il vient quand même dire, oui, mais nous, gouvernement, ministère, on maintient notre position concernant l'impossibilité désormais de licencier pour faute le salarié qui sera en abandon de poste parce qu'il y a une nouvelle procédure obligatoire qui existe. Alors, c'est un petit peu délicat et ça laisse les entreprises et les employeurs vraiment dans le flou total parce qu'effectivement, aujourd'hui, on n'a bien évidemment aucun recul sur cette fameuse procédure qu'on devrait mettre en place en tant qu'employeur face à un abandon de poste. Donc, on marche vraiment sur des œufs, si j'ose m'exprimer ainsi, si on veut mettre en place cette procédure pour abandon de poste. Et puis, d'un autre côté, bon, on connaît parfaitement la procédure de licenciement pour faute pour abandon de poste. Alors, est-ce que sachant que le ministère aujourd'hui vient dire, bah non, vous n'avez pas à la mettre en place. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on n'aurait pas tout intérêt à se sécuriser, à ne pas utiliser cette procédure d'abandon de poste, mais à ne pas utiliser non plus la procédure de licenciement pour abandon de poste, d'enlever ce terme de la lettre de licenciement et d'axer la motivation de la lettre de licenciement, qui est une procédure qu'on connaît, qu'on maîtrise, etc., sur d'autres fautes du salarié liées à un abandon de poste, notamment le fait de ne pas exécuter loyalement son contrat de travail, qui est une obligation intrinsèque à son contrat, le fait de ne pas respecter les dispositions du contrat, voire du règlement intérieur, de prévenir et de justifier de son absence, etc., et d'enlever la notion abandon de poste. Moi, je reste à votre disposition, on peut en rediscuter, on peut essayer de faire ensemble, si jamais vous êtes confronté à une telle situation dans les semaines et dans les mois à venir, tant qu'il n'y aura pas de clarification de cette procédure d'abandon de poste qui est donc issue du fameux décret du 17 avril dernier, pour eh bien, voilà, verrouiller en fait une motivation d'une lettre de licenciement qui serait bien évidemment, entre guillemets, inattaquable par la suite. Voilà.
Donc, je reste attentive à vos questions parce que je suppose que vous en avez beaucoup. Ensuite, autre sujet d'actualité également qui concerne le partage de la valeur avec des dispositions pour les entreprises de moins de 50 salariés et des dispositions pour les entreprises de plus de 50 salariés. Donc, il y a un accord national interprofessionnel qui est largement abouti sur le sujet et qui devrait être transposé dans une loi à venir, sachant que cette loi, normalement, elle devrait être examinée par le Parlement le 26 juin prochain. Donc, c'est pour bientôt. Et qu'il est prévu dans les tuyaux que ce projet de loi soit de toute façon adopté avant l'été. Donc, ça va être ultra rapide. Le gouvernement, le Parlement s'est engagé à respecter les grandes lignes, plus que les grandes lignes même, de l'accord national interprofessionnel. Et normalement, on ne devrait pas avoir énormément de différences, en tout cas de différences majeures, entre l'accord national interprofessionnel qui a été signé par les partenaires sociaux et la loi qui viendrait transposer cet accord national interprofessionnel. Alors, quelles sont les grandes lignes de ce qui attend les entreprises d'ici notamment le 1er janvier 2025? Eh bien, pour toutes les entreprises de 11 à 49 salariés, à titre expérimental, pendant 5 ans, à compter de la promulgation de la loi, eh bien, elle serait tenue de mettre en place au moins un dispositif de partage de la valeur, que ce soit de la participation, de l'intéressement, de l'abondement à un plan d'épargne salariale ou un plan de partage de la valeur. Et ça, c'est vraiment une nouveauté parce qu'aujourd'hui, c'était vraiment à la libre disposition des entreprises de 11 à 49 salariés, c'est-à-dire que voilà, c'était que du volontariat. Là, ça serait plus du volontariat. Alors, il y aurait quand même quelques exceptions, c'est-à-dire toutes les entreprises qui auraient un statut d'entrepreneur individuel, eh bien, elles seraient exclues de ce dispositif. Et pour pouvoir être inclus dans le dispositif, il faudrait que ces entreprises de 11 à 49 salariés réalisent un bénéfice net fiscal positif au moins égal à 1% du chiffre d'affaires pendant 3 années consécutives, sachant qu'il est prévu que les années de référence seront les années 2022, 2023, 2024, puisque l'obligation s'appliquerait à compter du 1er janvier 2025, et qui ne seraient pas déjà couvertes par un dispositif de partage de la valeur qui s'applique au titre de l'exercice considéré. Ça veut dire que toutes les entreprises de moins de 50 salariés qui aujourd'hui auraient d'ores et déjà ou d'ici le 1er janvier 2025 seraient d'ores et déjà couvertes par exemple, un accord d'intéressement mis en place volontairement, eh bien, ce dispositif donc ne s'appliquerait pas à elles. Bon. Ensuite, l'obligation donc entrerait en vigueur, oui, le 1er janvier 2025. Bon, ben voilà, ça je vous l'ai déjà dit, excusez-moi, je suis allée beaucoup plus vite que ma diapo. Enfin, pour les entreprises de plus de 50 salariés, eh bien, il y aurait une obligation de négocier sur le partage de la valeur en cas d'augmentation exceptionnelle du bénéfice. Alors ça, pour l'instant, on n'a pas trop d'informations, c'est assez vague, surtout sur la notion d'augmentation exceptionnelle de leurs bénéfices et également sur les modalités du partage de la valeur avec les salariés qui en découleraient. Alors, au final, le projet de loi prévoit que ce soit soumis en fait à la négociation collective, c'est-à-dire que l'entreprise et ses partenaires et les partenaires sociaux de l'entreprise, eh bien, négocieraient ensemble sur la notion d'augmentation exceptionnelle du bénéfice et puis sur les modalités de partage de la valeur qui pourraient prendre effectivement diverses formes, soit versement d'un supplément de participation ou d'intéressement, soit l'ouverture d'une nouvelle négociation pour mettre en place eh bien, un dispositif autre que celui ou ceux d'ores et déjà en place. Et en tout état de cause, eh bien, c'est pas pour l'année 2025, mais c'est pour dans un an, tout pile. Donc, il va falloir quand même d'ores et déjà anticiper et vérifier que, eh bien, compte tenu
d'éventuellement votre bénéfice, s'il y a une augmentation qu'on peut considérer comme exceptionnelle, si vous allez rentrer dans ce dispositif. Ensuite, un nouveau dispositif est mis en place et il s'appelle le plan de partage de la valorisation de l'entreprise, donc le PPVE. Donc ça s'adresse à les entreprises et les groupes de toute taille. L'accord vient nous dire, et le projet de loi aussi, que ça bénéficierait à l'ensemble des salariés qui ont au moins un an d'ancienneté, avec bien évidemment, sous réserve qu'ils ne quittent pas l'entreprise durant cette période. Et alors, la différence avec éventuellement l'intéressement ou la participation, ce nouveau dispositif, en fait, concernerait la détermination d'une somme qui correspondrait à un montant prédéfini, donc par salarié ou par catégorie de salariés, avec l'application d'un pourcentage de variation en cas de bénéfice de l'entreprise. Donc, en fait, ça serait une espèce de formule de calcul qui serait beaucoup plus favorable et en tout cas moins aléatoire que l'intéressement, par exemple, qui ne serait pas tout à fait non plus la participation. Ça serait en fait un mélange des deux entre la participation et l'intéressement pour pouvoir déterminer le seuil de déclenchement, par exemple, du versement de cette prime, de cette prime issue du plan de partage de la valorisation de l'entreprise. Donc, affaire à suivre parce que moi, personnellement, j'attends avec impatience des précisions concernant le contenu de ce plan de partage de la valorisation de l'entreprise qui va s'adresser à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille et leur statut. Enfin, des dispositions concernant le développement de l'action des salariats. Il y a quelques mesures qui sont prises, notamment le rehaussement du plafond global d'attribution des actions gratuites. On va passer de 10 à 15% du capital pour les grandes entreprises, donc plafond de 15%. Pour les petites entreprises, on passe à 20%, etc. Et également, autre disposition, exclusion des actions détenues depuis plus de 7 ans du calcul du pourcentage maximal du capital que peut détenir un salarié, etc., pour avoir le droit de se voir attribuer à nouveau des actions gratuites. Donc, assouplissement des conditions pour devenir actionnaire, et notamment dans le cadre de l'octroi d'attributions gratuites. J'espère que c'est tout bon pour vous. À mon avis, on y reviendra de toute façon de manière plus détaillée avec des précisions à la rentrée de septembre. Partage de la valeur, cette fois, pas partage de la valeur, repos dominical. Là, c'est acté, ça y est, la loi est publiée, donc elle est applicable depuis le 21 mai 2023, mais de toute façon, les dérogations ne vont concerner que la période du 15 juin au 30 septembre 2024 dans le cadre de l'organisation des JO. Donc là, on est quand même en avance par rapport à certaines fois. Donc, dérogation à ce repos dominical quand, je viens de vous le dire, ou dans les communes d'implantation des sites de compétition et des communes limitrophes, etc. Et la procédure est la suivante, c'est que pas beaucoup de nouveautés là-dessus. C'est le préfet qui pourra autoriser les établissements de vente au détail d'ouvrir et de déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement. Bon, par contre, par rapport aux salariés, eux, ça ne sera que du volontariat. Il faudra bien évidemment qu'il soit constaté par écrit. Et la petite précision quand même qui est d'importance, c'est que le salarié pourra renoncer, pourra se rétracter de l'accord qu'il aura donné en respectant un délai de 10 jours francs. Alors ça, le délai est particulièrement court parce que si vous vous êtes organisé en conséquence et puis que du jour au lendemain, quasiment 10 jours, c'est quasiment du jour au lendemain, vous avez des salariés qui vous disent « bah non, moi je ne veux plus »,
eh bien, vous êtes contraint et forcé d'accepter désormais qu'il renonce à travailler le dimanche. Bon. Bien évidemment, dans le cadre de ce travail dominical, ils bénéficieront de toutes les contreparties qui sont prévues par le Code du travail dans une telle circonstance. Et bien évidemment, également, la loi précise qu'en cas de refus, eh bien, vous ne pouvez pas, en tant qu'employeur, vous saisir de ce refus pour refuser d'embaucher ou discriminer ou sanctionner, voire licencier un salarié pour ce motif. Ça, ce n'est pas nouveau. Ça a toujours été le cas en cas de dérogation au repos dominical, que ce soit pendant les JO ou pas. Ensuite, on passe à d'autres enjeux RH et notamment la mixité. Alors, la mixité, eh bien, c'est un décret du 15 mai 2023 qui vient indiquer quelle serait la sanction en cas de non-respect de l'obligation qui est contenue dans la loi RIX du 24 décembre 2021. Alors, pour rappel, cette loi, elle vient indiquer que dans toutes les entreprises qui emploient au moins 1000 salariés, pour le moment, pendant 3 exercices consécutifs qui devront atteindre d'ici le 1er mars 2026, donc on a encore un petit peu de temps devant nous, mais finalement, ça passe vite, une proportion minimale de 30% des personnes de chaque sexe parmi les cadres dirigeants et les membres des instances, puis dès le 1er mars 2029, ça sera carrément 40%. Donc, si jamais, à partir du 1er mars 2029, cet objectif n'est pas atteint, eh bien, l'employeur disposera d'un délai de 2 ans pour se mettre en conformité et à défaut, il se verra appliquer une pénalité. Et le décret du 15 mai, eh bien, fixe les modalités. Donc, ce n'est pas très nouveau comme pénalité, puisque on connaissait cette pénalité pour les accords d'égalité hommes-femmes quand on n'avait pas atteint la note de 75 sur 100, où on est obligé de mettre en place un accord pour parvenir, ou au moins un plan d'action unilatéral pour tendre vers une meilleure note, pour tendre vers l'égalité femmes-hommes. Eh bien, cette pénalité, elle est de 1% des rémunérations et gains versés aux travailleurs assimilés au cours de l'année civile qui précède l'expiration du délai de mise en conformité. Bon, ce n'est pas que sur les rémunérations des cadres et des dirigeants concernés, c'est sur l'ensemble des salariés. Alors, comme ça s'adresse quand même aux entreprises de plus de 1000 salariés, ça fait une jolie petite somme quand même à donner à l'État au titre de cette sanction. Donc, eh bien, il faut essayer de se mettre en conformité pour éviter d'être sanctionné dès 2029. Enfin, rappel également, j'en profite pour rappeler l'obligation concernant cette mixité sur les cadres, la proportion minimale des cadres dirigeants et des membres des instances dirigeantes, parce que vous devez communiquer cette information dans la base de données économiques, sociales et environnementales, et ça, c'est à faire dans les meilleurs délais. C'est-à-dire que le décret du 15 mai, qui vient actualiser donc le Code du travail, eh bien, a pris effet au 17 mai, après sa publication. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, eh bien, vous devez communiquer cette information dans la BDESE. J'entends pour les entreprises d'au moins 1000 salariés, pas pour les autres, pas pour le moment. Une information pour le Covid-19. Alors, c'est vrai qu'on a un petit peu tendance à oublier ces derniers temps avec la retraite, les difficultés actuelles, eh bien, cette période de Covid-19, et il est, pour moi, je trouvais important de faire un petit rappel des règles à respecter encore aujourd'hui, parce que les choses ont quand même bougé, mais le virus circule et peut encore faire des dégâts, et surtout, comme vous avez en tant qu'employeur une obligation de prévention et de préserver la santé et la sécurité de vos salariés, eh bien, si aujourd'hui il n'y a pas d'information ou il n'y a pas de mesures particulières qui sont prises
pour notamment se protéger ou en tout cas éviter ce risque de contamination de la Covid-19 qui circule toujours, eh bien votre responsabilité pourrait être engagée. Donc, il n'y a plus de protocoles sanitaires qui sont obligatoires et qui s'appliquent parce que ça a disparu déjà depuis plus d'1 an. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais en revanche, restent bien évidemment les consignes et les recommandations sanitaires générales qui faisaient partie de ce protocole, à savoir le lavage des mains, les gestes barrières, l'aération régulière des locaux, nettoyage des objets, etc. Et ça reste effectivement en vigueur. Et je pense qu'il est aujourd'hui peut-être nécessaire de faire un rappel auprès des salariés parce que, ce que je vous disais tout à l'heure, je pense qu'on a un petit peu tendance à l'oublier. Alors, sûrement pas dans certains secteurs, notamment le secteur de la santé, ça c'est clair, quoique, ça dépend où. Mais en tout cas, dans les autres activités où c'est tout aussi important, il faut faire, à mon sens, un rappel de l'ensemble de ces règles. Et rappeler également que le port du masque est quand même recommandé dans les lieux de promiscuité clos, où il y a de l'affluence, etc. Et encore plus en présence de personnes fragiles qui, on va le voir, ne bénéficient plus d'isolement ou d'activité partielle. Donc, je vous le disais, ça fait partie de votre obligation générale en matière de prévention des risques professionnels. Donc, il ne faut pas oublier, à mon sens, à partir du moment où ça fait partie de votre obligation de prévention, de vérifier si votre document unique d'évaluation des risques professionnels, et c'est peut-être un moyen, une solution pour le mettre à jour d'ailleurs, parce que n'oubliez pas que ce DU, il faut le mettre à jour au moins une fois par an et à chaque accident important. Donc là, pourquoi pas profiter de faire une piqûre de rappel pour les risques liés à la Covid-19 pour renouveler, en tout cas mettre à jour votre document unique d'évaluation des risques professionnels. Et puis, on peut aussi tout à fait imaginer de mettre à jour votre règlement intérieur, parce que en incluant dans les règles liées à l'hygiène et à la sécurité, eh bien, en fonction de la nature des tâches, en fonction de la nature d'activité, de mettre en place les dispositions, si ça n'a pas bien évidemment d'ores et déjà été fait au moment de la pandémie, eh bien, des mesures liées aux gestes barrières, etc. Donc, à vérifier pour moi et prendre en compte plus spécifiquement également la situation des personnes fragiles. Alors, pour poursuivre sur cette notion de Covid-19 et comment on gère les cas des salariés qui aujourd'hui restent vulnérables par rapport à cette épidémie, eh bien, petit rappel, depuis très peu de temps, mais depuis le 1er mars 2023, les salariés qui sont considérés comme vulnérables, eh bien, ils ne peuvent plus et qui ne peuvent pas télétravailler, eh bien, ne peuvent plus bénéficier de l'activité partielle. Donc, ils sont tenus de revenir et de se retrouver sur le lieu de travail. Mais ils sont quand même reconnus, malgré tout, salariés vulnérables. Donc, il faut prendre des mesures particulières. Et donc, il y a un question-réponse qui a été publié par le ministère du Travail et qui rappelle aux employeurs eh bien, ces mesures qui peuvent être prises par rapport à ces salariés vulnérables. D'où également l'importance de ce que je vous disais il y a quelques minutes, de bien faire une sensibilisation des collègues et de rappeler les gestes barrières, notamment dans le DU, de rappeler dans le règlement intérieur, pourquoi pas par une note d'information, eh bien que en présence notamment des personnes fragiles et de leurs collègues vulnérables, eh bien il faut prendre toutes les mesures de précaution. Et à titre individuel, et ça, moi, je vous invite, si vous avez identifié les personnes vulnérables par rapport à cette épidémie de Covid-19, eh bien, à contacter le médecin du travail, bien évidemment, et essayer de voir avec lui quels sont les conseils qu'il peut vous donner et les préconisations qu'il peut vous donner pour mettre à l'abri, entre guillemets,
ce salarié ou ces salariés vulnérables, sachant qu'il est recommandé l'attribution d'un bureau individuel, alors c'est pas toujours facile, d'éviter les lieux de promiscuité, etc. Alors, vous allez me dire, bah ouais, moi, on veut bien, mais bon, les médecins du travail sont indisponibles. Déjà, on n'arrive pas à avoir des visites de reprise, on n'arrive pas à avoir de visites périodiques. Donc, l'amener à se prononcer sur, ouais, je suis d'accord avec vous, mais il n'en demeure pas moins que c'est de votre responsabilité. Et qu'à partir du moment où il y aurait un risque qui soit réalisé, eh bien, ça engage la responsabilité de l'employeur. Donc, au moins, tracer par l'envoi de mails, par la mise en place de mesures que vous pouvez mettre en place, bien évidemment, hein, l'impossible nul n'est tenu, mais de bien tracer que vous avez en tout cas mis tout en œuvre pour protéger ces salariés qui sont réputés vulnérables. Et dernière question, entre guillemets, qui se pose par rapport à cette situation de Covid-19 qui circule toujours, même si c'est moins qu'avant, mais quand même. Bah oui, qu'est-ce qu'on fait des cas positifs et des cas contacts? Parce que finalement, les dispositions ont changé, se sont très, très largement assouplies, et pour cause. Eh bien, depuis le début février, vous le savez, l'isolement systématique n'est plus obligatoire en cas de test positif à la Covid-19. D'où l'intérêt de communiquer et de préconiser quand même le port du masque si jamais effectivement vous avez un cas positif dans l'entreprise. Hein. Si effectivement la nature de l'activité du salarié, ça reste logique, hein, on reste dans une logique, permet de télétravailler, bah, il est positif, et bah, il est en situation de télétravail. Et là, il y a des conseils qui sont donnés par les autorités de santé qui sont d'une durée de 7 jours. S'il doit quand même passer sur site ou travailler sur site, bon, bah, c'est port du masque, bien évidemment. Et puis, s'il ne souhaite pas travailler et qu'il a des symptômes qui l'empêchent de travailler, eh bien, il n'a plus droit à l'arrêt maladie automatique, hein, où on avait juste à faire une déclaration sur le site Amélie. Il faut que, comme pour une grippe ou pour autre chose, il se rende chez son médecin traitant qui lui prescrira, s'il l'estime nécessaire, un arrêt de travail. Et les arrêts de travail de ces cas positifs, eh bien, sont traités de manière tout à fait classique. Hein, toutes les dérogations qui existaient, eh bien, n'existent plus, que ce soit d'ailleurs par rapport au délai de carence légal ou au complément versé par l'employeur. On retombe sur de la maladie classique. Il n'y a plus de dérogation. Quant au cas contact, eh bien, l'isolement n'est plus obligatoire par définition, puisque déjà pour les cas positifs, l'isolement n'est pas obligatoire et ni même recommandé. En fait, voilà, c'est libre. Il est les cas contact, eh bien, il peut venir travailler comme si de rien n'était. Ça, il n'y a pas de souci. Il n'y a même pas de test qui est exigé, mais par contre, c'est vrai que la prudence veut qu'on recommande quand même de procéder alors, on n'a aucune contrainte, on ne peut en aucun cas contraindre le salarié à le faire, bien évidemment, mais c'est quand même plus prudent. Et donc, pareil, il faut, à mon avis, communiquer autour de cette situation. Voilà pour ce qui est de la Covid-19 et de ce qui reste à mettre en place pour essayer de limiter au maximum eh bien, les contaminations et surtout, à terme, eh bien, la responsabilité de l'employeur, puisque aujourd'hui, on le sait, hein, la Covid-19 peut malheureusement avoir des effets à très long terme très invalidants et ça pourrait être un risque d'engagement de la responsabilité de l'employeur et de reconnaissance, pourquoi pas, notamment dans le secteur de la santé, eh bien, de maladies professionnelles. Une petite info, maintenant on passe sur le volet social fiscal. Une petite info concernant les nouvelles mentions obligatoires sur le bulletin de salaire.
Donc, vous le savez, on le sait depuis le début d'année, hein, les bulletins de salaire doivent être à nouveau modifiés et comporter une nouvelle mention qui est celle du montant net social. Donc, le ministère du Travail a mis à jour le 4 mai dernier sa FAQ relative donc à ce montant net social et vient assouplir le dispositif pour, en tout cas, accorder un délai supplémentaire pour les employeurs qui pratiquent notamment le décalage de la paie. C'est-à-dire que normalement, cette obligation de mentionner le montant net social, eh bien, c'est à compter des bulletins édités pour le 1er juillet 2023. Donc, en fait, pour les éléments de salaire de juin 2023, à partir du moment où le salaire va être versé à compter du 1er juillet 2023, le bulletin devra mentionner ce montant net social. Pour ceux qui pratiquent le décalage de la paie, ça ne sera qu'en août. Ce sera à compter du 1er août. Et je suis allée beaucoup plus vite que ma diapo, c'est pas grave. Et précision également qui concerne les sommes à déduire du montant net social. Donc ça concerne les contributions et cotisations salariales et ça concerne également, bien évidemment, tout ce qui est complémentaire santé obligatoire, etc. Donc là, il y a des précisions qui sont données. Je ne vais pas vous lire de manière exhaustive la diapo, c'est très précis. Et ce qu'il faut retenir par contre, c'est que pour la prise en compte des exonérations et allègements, eh bien, il y a un calcul particulier en fonction de l'affichage du montant sur le bulletin de paie qui doit s'appliquer. Donc, ce sont des éléments qui devront être vérifiés pour ne pas commettre d'erreur. Autre information, cette fois-ci fiscale, qui concerne les indemnités versées dans le cadre du télétravail par l'employeur. Donc, reconduction des exonérations d'impôts sur le revenu dans les mêmes limites qu'en 2021. En tout état de cause, l'allocation forfaitaire est présumée exonérée dans la limite mensuelle de 55 € et donc de 580 € par an. Donc, ça, pas de difficulté là-dessus. Vous n'êtes pas obligé de verser une indemnité forfaitaire, vous pouvez le faire aux frais réels, vous pouvez le faire sous forme d'indemnité, il n'y a pas de souci, mais il faudra malgré tout justifier que ça concerne des frais de communication, de fourniture d'imprimés et d'achat de mobilier matériel informatique pour les besoins de l'activité professionnelle du salarié, notamment pour éviter un redressement fiscal. Les plafonds, vous le constatez, sont identiques à ceux qui sont pratiqués par la Sécurité sociale pour les exonérations de cotisations sociales sur ces indemnités. Donc, une reconduction tout simplement. Alors, je pense qu'il va falloir que j'accélère un petit peu parce qu'il m'en reste quand même pas mal. Alors, deux autres notions concernant la formation et l'emploi. Alors, formation, un projet de loi qui devrait aboutir dans quelques temps concernant la mobilité internationale et l'alternance. Alors, il y aurait des modifications pour créer en fait une sorte d'Erasmus de l'apprentissage. Alors, ça se pratique aujourd'hui, mais là, ça serait, ce projet de loi, ça serait pour faciliter et pour assouplir les conditions. Donc, il y aurait une nouvelle limitation pour la durée des mobilités internationales, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, eh bien, elle pourrait dépasser la moitié. La durée d'exécution du contrat d'apprentissage pro réalisé à l'étranger ne pourrait pas dépasser la moitié de la durée totale du contrat. Ça, il n'y a pas de souci. Et ça reste limité à 1 an. En revanche, la condition minimale de 6 mois d'exécution en France est supprimée. Donc, ça veut dire que l'alternant peut partir au moins 1 an à l'étranger, ce qui est intéressant. Et puis après, il y aurait l'ouverture d'une option entre la suspension et la mise à disposition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur la suspension du contrat en France pour que l'alternant puisse partir à l'étranger et réaliser une partie de sa formation à l'étranger. Aujourd'hui, on aurait le choix, soit on conserve cette faculté, soit
la mobilité intervient dans le cadre d'une mise à disposition de l'internant auprès de la structure d'accueil, ce qui suppose bien évidemment la régularisation d'une convention de mise à disposition qui soit à minima quadripartite, quoi, parce qu'il y aurait les deux employeurs, l'organisme de formation et le salarié en question. Autre disposition de ce projet de loi qui, pour favoriser l'accueil des apprentis étrangers en France, pour tous les apprentis originaires de l'État de l'Union européenne, eh bien, les limites d'âge, c'est-à-dire 29 ans qui s'imposent aux apprentis français, ne s'appliqueraient pas aux apprentis issus des autres pays membres. Bon, ça, c'est pour favoriser effectivement la venue d'apprentis étrangers au-delà de leurs 29 ans. Et autre disposition concernant la prise en charge financière des cotisations sociales, eh bien, la proposition de loi prévoit d'autoriser les OPCO à prendre en charge l'intégralité des cotisations sociales liées à la mobilité hors du territoire national. Ce qui voudrait dire qu'en fait, tous les alternants pourraient disposer d'une couverture minimale identique, quel que soit le pays d'accueil, et que les OPCO prendraient en charge. Donc, ça ne serait pas à la charge de l'entreprise. Donc, affaire à suivre, puisque, je vous le disais, il s'agit pour le moment d'un projet de loi. En revanche, là, on a affaire à un décret qui concerne la VAE inversée, mais on attend quand même des précisions et ça a été fait un petit peu rapidement à mon sens parce que vous le voyez sur la diapo, l'expérimentation elle est applicable aux contrats de professionnalisation qui sont conclus entre le 28 mai 2023 et le 28 février 2026. Donc, ça veut dire que normalement, vous êtes déjà censé pouvoir, en fonction de ce décret, conclure ce contrat de professionnalisation qui prévoit la mise en œuvre de la VAE inversée. Bon. Sauf que, on vient vous dire que ce dispositif concerne les secteurs en tension, mais on ne vous définit pas quels sont ces secteurs en tension. On attend donc le cahier des charges qui viendra définir ces secteurs en tension et puis les conditions d'accès à la certification et à l'insertion professionnelle. Et on nous a, au moment où le décret est sorti, on nous a indiqué que ce cahier des charges ferait l'objet d'une publication par un arrêté dans les prochains jours, sauf qu'on est déjà le 15 juin et que pour l'instant, honnêtement, sauf si voilà, j'ai commis une erreur dans ma documentation, mais j'ai pas vu d'arrêté qui vient fixer ce cahier des charges. Toujours est-il que là aussi, il faut être vigilant et peut-être qu'en septembre, je pourrais vous en parler de ce cahier des charges, mais ça peut être intéressant et sachant qu'il faut quand même être assez rapide si on veut mettre en œuvre cette VAE inversée dans le cadre de contrats de professionnalisation parce que c'est limité à 5000 parcours individuels pendant toute la durée de l'expérimentation. Donc 5000 parcours entre le 28 mai 2023 et le 28 février 2026. Ces contrats ouvraient droit à une aide exceptionnelle de 6 000 € à l'embauche d'alternants et également une prise en charge jusqu'à 9 000 € par les OPCO et donc pour le parcours du bénéficiaire et de la réalisation de l'ensemble des diagnostics préalables à la conclusion du contrat. Donc, deux aides très intéressantes qui permettent non seulement de mettre en place un contrat de pro, mais en plus d'obtenir une certification à l'issue de ce contrat de professionnalisation. Allez, il me reste 6 minutes à peine pour faire toute ma jurisprudence, sachant que je dois avoir au moins 6 arrêts. Donc, rapidement, prime d'arrivée, une clause peut imposer son remboursement partiel en cas de démission. Décision de la Cour de cassation du 11 mai 2023. Ça correspond à quoi? C'est-à-dire que pour aujourd'hui, on voit se développer beaucoup de situations où on est dans des secteurs en tension, où on a besoin de profils atypiques. Donc, pour attirer le candidat, on propose, et c'est inclus dans le contrat de travail, on propose de verser une prime à l'arrivée du salarié, mais en contrepartie, il doit s'engager à ne pas démissionner dans un certain laps de temps.
En fait, c'est la petite sœur ou le petit frère, comme vous voulez, de la fameuse Golden Parachute, où là, c'était l'employeur qui s'engageait à ne pas licencier, en tout cas rompre le contrat de travail du salarié avant une certaine période, à défaut de quoi il devrait lui verser une indemnité contractuelle qui était en général assez conséquente et qui pouvait être diminuée en fonction de la date à laquelle le licenciement, enfin en tout cas la rupture du contrat aurait lieu. Là, on est à l'inverse, c'est-à-dire qu'on accepte de verser en tant qu'employeur une prime dès l'arrivée du salarié, mais à la condition qu'il ne s'en aille pas au bout de quelques semaines ou au bout de quelques mois. Et là, on avait affaire à une situation où le salarié en question, le candidat, avait perçu sa prime et puis, au bout de quelques temps, eh bien, il était parti et refusait de rembourser, même au prorata temporis, la prime d'arrivée. Et la Cour, en disant, mais c'est une atteinte totalement injustifiée à la liberté du travail, puisque moi, on me paye pour pas que j'aille voir ailleurs. Donc ça ne va pas. Et la Cour de cassation n'a pas suivi son raisonnement et a validé la notion de prime d'arrivée, et comme quoi, eh bien, si jamais le salarié ne respecte pas son engagement et qu'il part avant, eh bien, il doit rembourser partiellement au prorata temporis cette prime qu'il a perçue à son arrivée. Ce qui me semble, moi, honnêtement, parfaitement logique et complètement conforme aux dispositions. L'action en paiement de la participation est soumise au délai de prescription de 2 ans. Alors ça, c'est très important parce que jusqu'à présent, on n'avait pas de réponse parce que la prime de participation, c'est quand même ce n'est pas un élément de salaire, mais en droit du travail, on a 3 délais de prescription, enfin voire même plus, mais là, au moins, sur cette notion-là, on avait 3 délais de prescription qui étaient possibles, 5 ans, 3 ans ou 2 ans. La Chambre sociale a finalement opté en faveur du délai de 2 ans et elle pose donc pour principe que la demande en paiement au somme d'une somme au titre de la participation au résultat de l'entreprise, puisqu'elle n'a pas de nature salariale et relève de l'exécution du contrat de travail, est soumise à la prescription biennale, donc c'est 2 ans. Un salarié qui n'aurait pas perçu après son départ cette prime de participation, eh bien, il n'a que 2 ans pour en demander le versement si il s'aperçoit qu'il n'a pas été rempli de ses droits à cet effet. Là, un arrêt très intéressant parce que on se posait régulièrement la question, l'inaptitude peut, et on a la réponse du coup, peut être constatée lors d'une visite réalisée au cours d'un arrêt de travail. Et oui, aujourd'hui, eh bien, la solution qui est retenue par la Cour d'appel, la Cour de cassation, pardon, c'est que si la plupart du temps, l'inaptitude est constatée lors d'une visite de reprise ou d'une visite périodique, eh bien, on se posait la question de savoir si le salarié qui est en droit de demander, par exemple, une visite de pré-reprise auprès de la médecine du travail, alors que son contrat de travail est suspendu parce qu'il est en arrêt de travail, est-ce que l'avis qui est rendu par le médecin, et notamment l'avis d'inaptitude, eh bien, a une valeur juridique, et est-ce qu'on peut s'en servir pour envisager justement la mise en œuvre de la procédure pour inaptitude? Eh bien, la Cour de cassation répond positivement à cette question. Que le salarié soit en activité ou qu'il soit plus couvert par un arrêt maladie et qu'il soit dans le cadre de la reprise ou qu'il soit en arrêt de travail, eh bien, l'avis d'inaptitude rendu est parfaitement valide et il faut en tirer toutes les conséquences, bien évidemment, si c'est de l'inaptitude. Autre décision qui est qui pose quand même, qui va poser, à mon avis, beaucoup de difficultés dans les entreprises si jamais c'est mis en œuvre. Le licenciement nul, notamment pour harcèlement, qui est donc à l'origine de l'inaptitude du salarié qui a été licencié pour inaptitude, eh bien, ne fait pas obstacle à sa réintégration. Là, en l'espèce, on avait une salariée ou un salarié, je ne sais plus, mais peu importe, qui a été déclaré inapte en raison de
harcèlement moral commis par l'employeur sur ce salarié. Donc, à partir de ce moment-là, eh bien, puisque le harcèlement moral a été reconnu, puisque le lien a été fait avec l'inaptitude, le licenciement a été déclaré nul. Et quand on a face à un licenciement nul, quand on est salarié, on a deux options. Soit on demande la réintégration dans l'entreprise et on demande également, bien évidemment, une indemnité d'éviction qui correspond à une indemnisation entre le moment où le licenciement a eu lieu et le moment où on va être réintégré dans l'entreprise, c'est-à-dire le versement du salaire, en fait. Donc, c'est une première option. Et si le juge prononce cette réintégration, l'employeur est tenu de réintégrer le salarié. Ou alors, le salarié peut tout simplement demander d'être indemnisé de son préjudice. Bon, donc, je vous l'avoue, les cas sont assez rares, mais ça existe de plus en plus, où on demande la réintégration. Jusqu'à présent, l'employeur n'avait qu'une solution pour essayer de faire échec à cette réintégration, c'est de démontrer qu'il y avait un motif légitime qui justifiait une impossibilité de réintégration. Bon. Et donc là, en l'espèce, l'employeur disait, bah, voilà, mon motif légitime pour m'opposer à cette réintégration que vous voulez m'imposer, c'est le fait que le licenciement a été prononcé. Alors déjà, un, le salarié est inapte à son poste, et deux, comme il se prévaut d'un harcèlement moral, eh bien, qui a été reconnu, il n'y a pas de possibilité de réintégration. C'est complètement contradictoire. Et au final, la Cour de cassation n'a pas suivi le raisonnement de l'employeur et a dit mais non, ce n'est pas parce que le salarié est inapte, ce n'est pas parce qu'il y a eu manifestement du harcèlement moral à l'origine de cette inaptitude que le salarié ne doit pas être réintégré. Et il a dû être réintégré. Alors, je ne vous dis pas l'ambiance au sein de l'entreprise avec ce salarié. C'est une décision typique de la Cour de cassation qui fait du droit et qui ne se projette pas en fait dans la réalité de l'entreprise au quotidien. Et voilà, ils sont en dehors de la réalité. C'est mon avis personnel, mais je pense que beaucoup de personnes le partagent, honnêtement. Enfin, le dépassement de la durée quotidienne maximale de travail ouvre nécessairement droit à réparation. Alors là, on est sur une notion un peu particulière. Depuis quelque temps, la Cour de cassation avait abandonné cette notion de préjudice nécessaire et qu'à partir du moment où un salarié se prévalait d'un préjudice, il devait en démontrer l'existence et démontrer son étendue pour pouvoir obtenir une indemnisation liée à ce préjudice. Donc, on était parfaitement sur la réglementation de droit commun de la responsabilité civile, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on se prétend être victime et donc subir un préjudice, eh bien, il faut prouver son préjudice si on veut être indemnisé. Bon. La Cour de cassation, depuis 2016, avait appliqué cette notion. De manière exceptionnelle et par petites touches, elle avait malgré tout posé des exceptions au principe, bien évidemment, comme toujours, au fil de ses arrêts depuis 2016. Dernièrement, d'ailleurs, en 2022, elle avait considéré que le salarié qui se prévalait d'un dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail, je vous le rappelle, hein, c'est 48 heures sur une semaine isolée, j'en profite, et 44 heures sur une période consécutive de 12 semaines, sauf convention collective, bien évidemment, plus favorable, eh bien, à partir du moment où il y avait un dépassement de cette durée, la Cour de cassation était revenue sur son revirement de jurisprudence en disant, bah si, là, du coup, c'est un préjudice nécessaire, donc il n'a pas besoin de l'établir devant le juge, il doit être nécessairement indemnisé à partir du moment où il prouve qu'il a bien dépassé sa limite maximale. Et bien là, à nouveau, cette année, elle a transposé sa solution au dépassement de la durée quotidienne maximale. Je vous le rappelle, la durée quotidienne maximale, c'est 10 heures de travail effectif. D'accord? Sauf, bien évidemment, convention collective plus favorable qui prévoit une durée de travail effectif plus courte que 10 heures. Et 13 heures d'amplitude. Hein. Donc, ça suppose une pause de 2 heures. Et en tout état de cause, il faut 11 heures de repos quotidien impératif entre 2
période de travail, y compris pour les salariés en forfait jour. N'oubliez pas. Enfin, et ça c'est important et je pense qu'on va être de plus en plus confronté à des réclamations de ce type et merci la Cour de cassation d'avoir posé cette règle. En matière d'aménagement du temps de travail, on a plusieurs situations et il faut distinguer les jours de réduction de temps de travail et qui visent à compenser les heures travaillées au-delà de la durée légale et les jours de repos hebdomadaires qui ont notamment vocation à assurer tout salarié un repos de 24 heures consécutives par semaine minimum afin de préserver sa santé, auxquels s'ajoutent les fameux 11 heures de repos quotidien, donc normalement ça fait 35 heures consécutives. Bon. Et en fait, par rapport aux jours fériés qui coïncident avec tous ces jours de repos hebdomadaire, de jours de RTT, de récupération, etc., c'était un peu le flou total et puis c'est pas forcément facile de comprendre comment ça s'articule, encore moins lorsque l'accord collectif ne prévoit pas, n'a pas pris la précaution de prévoir la solution. Alors, la Cour de cassation, elle a dégagé une solution qui, moi, me convient parfaitement et qui est complètement logique par rapport à la réflexion juridique qu'on peut avoir sur les différentes notions de durée du travail. C'est de dire, voilà, les jours, à partir du moment où les jours non travaillés, issus de la répartition de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures, donc on n'est pas sur une durée du travail supérieure à 35 heures, mais on est sur 35 heures qu'on va faire sur 4 jours, eh bien, les jours de repos, ça ne constitue pas des jours de récupération de temps de travail, puisqu'on est par définition sur 35 heures, ça constitue des jours de repos. Et les jours de repos n'ont pas vocation à compenser des heures de travail effectuées au-delà de la durée légale, voilà, ou conventionnelle. Et donc, lorsqu'ils coïncident avec un jour férié, eh bien, ça n'ouvre pas droit ni à un repos supplémentaire, ni à une indemnité compensatrice, et même si c'est issu d'un accord de réduction de temps de travail. Donc, voilà, c'est comme lorsque le jour férié tombe, par exemple, un dimanche, ou le samedi, ou le lundi, qui sont habituellement des jours des jours de repos hebdomadaires, eh bien, le salarié ne bénéficie pas d'une indemnisation ou d'un jour supplémentaire de travail. Eh bien là, lorsqu'il y a une répartition sur 4 jours au lieu de 5 jours, c'est la même solution qui s'applique. Donc ça, c'est un arrêt important et à garder dans vos tablettes. Et enfin, toute dernière jurisprudence, et j'aurais dépassé quand même largement mon temps de parole, mais je ferai mieux la prochaine fois, c'est promis. Rupture conventionnelle, vos renonciations au licenciement verbal intervenu antérieurement. Alors ça, c'est important, c'est intéressant, parce que normalement, lorsqu'on est employeur et qu'on ne respecte pas la procédure de licenciement et que malheureusement, on fait un licenciement verbal, la jurisprudence, elle a toujours été hyper stricte sur ce point. On ne peut jamais régulariser une rupture verbale par l'envoi d'une lettre de licenciement postérieurement à la rupture verbale. Alors vous allez me dire, encore faut-il que le salarié arrive à justifier qu'il a été licencié verbalement. Mais ça existe malgré tout. Voilà. Par expérience, je peux vous dire qu'ils ont des solutions pour prouver qu'ils ont été licenciés verbalement. Eh bien là, dans cette situation, l'employeur avait quand même réussi à négocier avec son salarié, postérieurement à ce licenciement verbal, une rupture conventionnelle. Et le salarié, pas très de bonne foi, alors qu'il avait quand même signé sa rupture conventionnelle, est venu contester la rupture conventionnelle en disant « Non, non, mais en fait, j'ai fait l'objet d'un licenciement verbal, donc ma rupture conventionnelle, elle ne vaut rien. Donc j'en demande bien évidemment pas l'annulation, mais l'invalidation et la reconnaissance d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour avoir des indemnités, bien évidemment. » Et au final, la Cour de cassation, là, eh bien, est venue sanctionner le raisonnement du salarié en disant non. À partir du moment où vous êtes entendu par la suite sur la signature d'une rupture conventionnelle, eh bien, ça vaut renonciation commune au licenciement prononcé antérieurement. Et ça, je trouve que, eh bien, j'approuve là pour une fois le raisonnement de la Cour de cassation. Enfin, pour une fois. De temps en temps, je l'approuve. Alors, bien évidemment, c'est dans l'intérêt de l'employeur, mais je trouve ça logique parce qu'à partir du moment où le salarié donne son consentement pour une rupture amiable de son contrat, bien évidemment, il est logique qu'on considère qu'il est renoncé à se prévaloir d'un licenciement verbal. Et j'en ai terminé. Et je vous remercie de votre écoute.
Merci beaucoup, Maître Renoncé. Pour information à tous les participants, le webinaire a été enregistré dans son intégralité et sera disponible dans l'après-midi en replay sur le YouTube Apogea. Je vois qu'il n'y a pas de questions, donc tout était très clair. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle journée. Merci à tous.